Allez, immédiatement, on va passer à notre sujet, des médias, bien entendu. Est-ce que Martial Bill m'entend, Martial? Oui, Nicolas, je vous entends parfaitement. Comment allez-vous, mon cher Martial? Mais très bien, très bien. Je suis heureux de vous retrouver, heureux de découvrir les studios de Toxin Média. Ah ben oui, parce que vous êtes le directeur, merci Martial d'être là ce matin, vous êtes directeur général de TV Liberté, hein, bien entendu, chaîne qui, je crois qu'on est à plus de 700 000 abonnés sur la chaîne YouTube, malgré les censures, malgré les suppressions, c'est colossal, hein, Martial, le travail que vous faites chez TV Liberté. Hein. Entre plateformes vidéo et réseaux sociaux, nous sommes maintenant à un peu plus de 1 227 000 abonnés. J'ai vérifié ça ce matin avant d'arriver. Bon, ben voilà, c'est une des marques de succès, mais c'est pas la seule, parce que les succès d'audience sont aussi importants que les succès d'influence. Oui. Et effectivement, et alors, pour présenter à nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas encore TVL, parce que figurez-vous, Martial, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore TVL. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais comment vous présenteriez rapidement, voilà, parce qu'il y a plusieurs émissions, notamment Bristol Liberté, présentée par l'ami Eric Morillo et quelques amis. Comment, en quelques mots? Vous savez, aujourd'hui, TV Liberté, TVL, c'est 5 millions, ce sont 5 millions de téléspectateurs mensuels uniques qui viennent nous voir. Ça veut donc dire qu'il y a encore 62 millions de Français qui ne connaissent pas TVL. Hein. Donc, vous voyez, il y a de la marge, il y a du progrès. Et quand on me dit, mais vous êtes nombreux dans la presse alternative, je réponds, oui, mais à nous tous, on doit toucher 10 millions de Français. Il en reste encore 57 millions. Il y a encore du boulot devant nous. Donc, TVL, c'est un succès réel et avéré depuis 10 ans, date de sa création. Et aujourd'hui, c'est devenu la première chaîne audiovisuelle alternative de France, une web télé qui a dépassé, par exemple, le média qui était l'équivalent que Mélenchon avait créé après nous pour concurrencer cette idée d'une presse alternative qui choisissait des réseaux, des vecteurs d'information différents des réseaux officiels, puisqu'on voit TVL sur sa tablette, sur son téléphone intelligent, mais aussi sur cette télévision dès lors qu'elle est connectée ou qu'elle a une box via YouTube. Ouais, c'est intéressant parce que vous avez parlé du média, notamment média créé par l'équipe Mélenchon, plutôt d'extrême gauche, il faut le dire, et finalement qui a été renforcé par ce qu'on appelle des socios, des gens qui donnent parfois beaucoup pour que le média continue. Et on se rend compte que TVL, TV Liberté aussi, a quand même beaucoup de gens qui donnent énormément. Donc on se rend compte aussi que même de l'autre côté de l'échiquier, on a aussi une population, une communauté qui est prête à soutenir pour faire vivre ces voix libres, indépendantes, plus conservatrices. Nicolas, il y a une différence importante entre le média d'extrême gauche et TVL. Premièrement, parce que le média a copié TVL, notamment en faisant dès le départ un journal quotidien, ce qui était la marque de fabrique de TVL. C'est la première fois sur une web télé, on crée un journal quotidien. Mais il y a une grande différence, Nicolas, c'est que nous avons toujours appris, comme dans la fable du loup et du chien, à être le loup, c'est-à-dire non pas par la méchanceté, mais par le fait que nous n'avions pas le collier de la servitude. Et donc, nous savons nous nourrir par nous-mêmes, avec nos donateurs, des milliers, des dizaines de milliers de donateurs qui aident TVL. Alors que le média a singé la même chose, mais c'est un chien, le média. C'est-à-dire qu'il est gavé de subventions publiques. Et quand ils n'ont pas les subventions publiques, ils ne savent pas faire. Voilà. Ils ont besoin des subventions publiques et ils ont donc le collier de la servitude. Parce que moi, j'ai appris une chose importante en 10 ans de TVL, c'est le fait que nous touchions 0 € de l'État était la garantie de notre indépendance. Car quand l'État donne, il contrôle. Il ne donne jamais comme un mécène, il donne comme quelqu'un qui veut avoir un retour sur investissement. Oui, je pense que c'est toujours bien de le noter, et parce que c'est un vrai travail là-dessus d'indépendance. Après, avec les difficultés qui sont là, avec les appels aux dons, mais c'est un vrai travail. Le loup, il est maigre. Vous savez, dans la fable de La Fontaine, il est maigre. Et il voit le chien, et puis il voit le chien, il se dit qu'il pourrait devenir le chien, jusqu'à ce qu'il voit la marque du cou. Regardez sur mon cou, il n'y a pas de marque. Non, mais d'ailleurs, pour reconnaître quelques-uns, d'ailleurs, chez vous, pour y aller assez régulièrement, effectivement, il n'y a pas la marque du collier autour du cou, et vous n'avez pas de gamelle, notamment dans les studios. C'est toujours bien, effectivement. En tout cas, c'est très bien. Voilà. Si vous connaissiez pas TV Liberté, TVL, allez-y. tvl.fr. .fr. tvl.fr. Voilà. Vous allez sur le site et sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos. Vous avez Immédiat comme émission, il y a Bistro Liberté, j'en oublie plein. Il y a 25 émissions aujourd'hui par semaine, plus 5 journaux télévisés, plus le samedi LSP, les émissions religieuses. Donc on est plus d'une trentaine d'émissions par semaine, ce qui en fait une véritable chaîne audiovisuelle.
avec la figure aussi de Élise Blaise, que je passe le bonjour à Élise. Mais elle vous écoute, elle est directeur de la rédaction et elle vous écoute. Voilà. Ben, en tout cas, voilà, elle fait de très très bonnes émissions, notamment le samedi politique, qu'il faut absolument écouter, des vraies voix, des voix discordantes, c'est intéressant. Martial, ce matin, je vous ai appelé pour nous parler, pour qu'on parle ensemble, et surtout vous, que vous me donniez votre avis sur le traitement médiatique de l'affaire Crépol. On vit une vraie dystopie, ces gens sont en train de nous faire croire le contraire de ce qui s'est passé. On est chez les dingues, hein. On est chez les dingues avec ces traitements médiatiques des mainstream sur cette affaire-là, ce qu'on appelle le sujet renversé. Quel est votre avis, Martial, à ce sujet, vous ? Écoutez, vous avez raison, on est sur une opération d'enfumage de grande ampleur. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Et c'est vrai que l'affaire Thomas, de ce jeune Français assassiné, entraîne la vision de plusieurs comportements qui sont des comportements politiques. Mais ceux-là, ils sont, assez prévisibles. Mais assez prévisibles, et les comportements médiatiques dont on s'aperçoit qu'ils viennent se coller, se fondre avec le comportement politique. Il y a là véritablement une compréhension, une jonction entre le monde politique et médiatique. On peut vraiment parler d'un monde politico-médiatique. Et on retrouve tous les phénomènes bien connus dans ce drame. Ce sont par exemple la banalisation et la dédramatisation dès le départ. On parle de rixes, de troubles faits, de faits divers. J'ai même entendu dire des jeunes gens, qui sont les agresseurs et l'assassin. Il y a la relativisation. C'est la jurisprudence Patrick Cohen, c'est-à-dire que il dit c'est des jeunes qui voulaient s'amuser et draguer les filles, et puis quand même il finit par dire qu'ils ont sorti des couteaux, car ce que vous le savez bien, quand on va draguer des filles, on prend des couteaux de 25 cm. Donc, dédramatisation, banalisation, relativisation, et puis enfin, quand on n'y arrive pas, c'est le silence. Et là, le silence, il est alors, dans le brouhaha, il y a du silence. Par exemple, c'est le silence sur la réaction des familles. Parce que les familles sont d'une grande dignité et demandent justice et affirment qu'il y a une forme de racisme anti-français. Silence. Silence aussi sur la réaction du maire de Romans-sur-Isère. Parce que c'est-à-dire qu'elle était menacée de décapitation. Elle l'a dit hier soir. Elle a été menacée de décapitation. Bien sûr. Oui, parce qu'elle fait preuve, il faut bien le dire, je ne sais pas que sa couleur politique, je m'en fiche, mais elle fait preuve de très grand courage. D'un grand courage, ou disant la vérité, c'est-à-dire que c'est un fait de racisme anti-français. Rien que cela l'amène à être, une femme de courage et être menacée de mort. Et puis enfin, quand on arrive, donc on a banalisé, on a dédramatisé, on a relativisé, on a passé sous silence, et quand on n'y arrive pas, eh bien, on attaque sur une autre notion qui est le mensonge. Le mensonge à l'état pur, et là on crée le mirage de l'ultra-droite. Et là, vous voyez qu'il y a une conjonction d'actions entre le monde politique et le monde médiatique, parce que on crée une fausse inquiétude avec une possibilité de l'ultra-droite dans les rues qui mènent menaces, etc. Tout ça étant la réalité des centaines de jeunes patriotes qui sont descendus dans la rue, point barre, dont certains ont même été ratonnés. Et là, la classe politique, elle cherche à cacher la vérité de l'état de l'insécurité dans lequel les Français sincères se trouvent. Tous les Français sincères se trouvent. Donc ça, la classe politique, elle joue son rôle. Mais la classe médiatique, l'attitude du parti des médias, devrait de ne pas d'être un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir à la décision politique. Pas du tout. Ça devient un pouvoir d'accompagnement de l'action politique, et ça devient donc un pouvoir contre la démocratie. Et la classe politique, le parti des médias, lui nie de manière pavlovienne, retour du chien dans notre discussion, de manière pavlovienne, depuis toujours, il nie qu'il y a un problème de l'immigration, il nie qu'il y a un problème de l'insécurité liée à l'immigration, et il nie qu'il y a un racisme anti-français. Cette négation les amène à se mettre en correspondance totalement avec la classe politique, et le parti des médias dit exactement ce que M. Macron et ses ministres disent, ce que M. Mélenchon et ses sbires disent. Voilà où on en est de ce parti des médias qui aurait dû aller chercher la vérité, mais qui accompagne le mensonge. Oui. Et pourtant, ils s'empressent effectivement là, ils sont très prudents aussi, parce que on ne sait pas, on a eu des témoignages. Par contre, sur d'autres affaires dont ils n'ont pas été au courant de la moindre chose, là, c'est le tribunal médiatique se met en place. C'est intéressant aussi, cette capacité que certains journalistes, finalement, dans cette affaire-là, ne savent pas, on ne sait pas, c'est que des témoignages. Par contre, dans d'autres,
ils ont été extrêmement péremptoires dans leurs articles en leur expliquant qu'ils avaient déjà tout compris et que le procès médiatique était en cours. Et ça, je trouve ça, excusez-moi, assez dégueulasse de la part de certains, malheureusement. D'ailleurs, je le note, hein, vous êtes, j'ai oublié de le présenter, cher Martial, vous avez notamment, vous parlez du Parti des médias et vous avez écrit, fait paraître en ligne il y a quelques mois, Défaire le Parti des médias, vous-même et en co-auteur avec Philippe Millot aux éditions Bulldog Média et du Alpha. Vous pouvez le trouver, j'imagine, sur le site de TV Liberté, le livre. Oui, hein, on est d'accord. sur la boutique de tvl.fr. Voilà. Oui, oui, le Parti des médias, c'est le terme que moi j'utilise avec Philippe Millot, que nous utilisons, parce que il forme un véritable pouvoir. Il est le premier pouvoir en France. Balzac disait le quatrième pouvoir, c'est les médias aujourd'hui, c'est le premier pouvoir, parce que le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire ont cédé la place au pouvoir médiatique, ou s'appuient sur lui pour agir, et que c'est un premier pouvoir et qui n'a aucun contrôle. On contrôle les partis politiques. Ouais. Aujourd'hui, il y a des commissions qui contrôlent les partis politiques. En fait, le Parti des médias, il n'est jamais contrôlé. On lui donne de l'argent par milliards, par centaines de millions, par milliards. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Et bien évidemment, qu'ils sont élus par personne, eh bien, ils prennent la décision de s'exprimer sans avoir, bien évidemment, être adoubé par l'opinion publique ou par les électeurs. Et donc, un journaliste va vous dire, mais j'ai autant de poids qu'un député. Non, le député, il a été élu, c'est comme ça, par des électeurs qui l'ont choisi. Il porte la voix des gens. Le journaliste n'est pas un porteur de voix des gens, il n'est juste qu'un transmetteur, voilà, un porte-voix. Voilà, un porte-voix, c'est-à-dire quelqu'un qui devrait porter la voix des Français. Or, ce ne sont plus des porte-voix, ce sont des gens qui cherchent à éteindre, à faire taire le point de vue des Français. Donc, ce parti des médias est devenu aujourd'hui le problème numéro un en France. Si on ne s'attaque pas à ce parti des médias, eh bien, je considère que toute action politique sera entravée par la suite par ce parti des médias qui, bien évidemment, mènera un combat systématique, automatique et systématique contre quelques pouvoirs, dès lors que ce pouvoir-là sera un pouvoir de renouveau et de redressement. Vous êtes beaucoup aussi, Martial, sur X, anciennement Twitter, et je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir parce que c'est toujours intéressant. Et vous avez notamment mis en cause TF1 en disant que, un tweet du 26 novembre, vous disiez en écrivant ce post, je pensais avoir suffisamment outré le trait. Malheureusement, je m'aperçois que mon récit devient une réalité dans la bouche de Madame Coudray à 20h sur TF1. Tout y est X, ultra-droite, dénonciation du racisme, une honte, ce TF1, 20h, a perdu des millions de téléspectateurs en quelques années. Personne ne se demande pourquoi dans la tour dorée de TF1. Vous posez la question. En fait, ils n'ont pas de retour sur eux-mêmes, ces gens. Ils continuent. Nicolas, ils sont dans l'entre-soi. Ils sont dans l'entre-soi. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi nous arriver. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons toujours sur le terrain, que nous soyons toujours à l'écoute, que nous allions dans la cité, parce qu'on peut s'isoler. Après tout, on peut s'isoler dans son appartement, refaire la révolution dans son appartement, et pendant ce temps-là, le monde change. Non, ce qu'il faut, c'est dans la cité. C'est vraiment le choix de TVL. Même physiquement, d'ailleurs, ces locaux sont dans le Val-de-Marne, un quartier difficile, parce que il ne faut pas se protéger, il faut voir la réalité de la France aujourd'hui. Et TF1, c'est vraiment le culte de l'entre-soi. On a été formé de la même façon dans les écoles de journalisme, on connaît les mêmes annonceurs, on vit ensemble, on est ensemble, on couche ensemble, on meurt ensemble. C'est pas valable que pour TF1, et c'est pas seulement TF1, et c'est pas exclusif. Il y a bien sûr des grands journalistes et des journalistes de qualité partout dans la presse mainstream, évidemment. Mais c'est quand même cet état d'esprit qui est un esprit consanguin qui les amène à ne pas voir la réalité. Le cas de Patrick Cohen est comment dire, est éclairant. C'est quelqu'un qui est déconnecté de la réalité. Et on me dit, on m'a dit d'ailleurs sur X, sur Twitter, on me dit, mais il faudrait interdire Patrick Cohen. Moi, je suis pour aucune interdiction de personne. Moi, Patrick Cohen, il a le droit de s'exprimer. C'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est qu'il s'exprime avec notre argent, Nicolas, avec mon argent, sur le service public. Et ça, c'est le vrai problème. Que M. Cohen crée sa web télé Cohen TV et qu'il donne ses inepties aux Français qui veulent l'écouter, c'est normal. Par contre, que nous payons jour après jour tous ces journalistes qui sont des menteurs ou ne donnent pas une vision équilibrée des choses, alors là, ça pose un problème. Moi, ce que je note dans cette émission de France 5 où Cohen s'exprime, c'est qu'il n'y a pas de personne qui lui apporte un argument et la contradiction. Or, c'est le rôle de la télévision publique, c'est la neutralité ou le pluralisme.
Ça, ce n'est pas, c'est comment dire, ce n'est pas fait. Et donc se pose vraiment aujourd'hui à nouveau la question de savoir s'il faut privatiser le Oui. service public. Mm. Moi, j'ai là-dessus une idée. Si vous me le demandez, je vous le dirai. Sinon, Mais je sais, je vous le dirai c'est plus tard. intéressant. Martial, je la connais, on en a déjà parlé suffisamment, on se connaît bien, mais j'aimerais que vous puissiez la développer auprès de nos téléspectateurs. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Je reste, si vous voulez, sur une grande notion, c'est que moi, je suis favorable à la privatisation du service public. À cette question-là, on me dit souvent, mais il y a beaucoup de pays où il y a des services publics, des chaînes de services publics. À cette réponse-là, à cette question-là, j'apporte une réponse. Il y a beaucoup de pays tout à fait démocratiques qui n'ont pas de chaîne de services publics. Deuxièmement, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait une chaîne audiovisuelle, une chaîne télé de service public, une chaîne radio de service public. Qu'il en reste une ne paraît pas anormal. Après tout, le gouvernement doit pouvoir s'appuyer sur un réseau d'information et pouvoir diffuser sa propagande si ça lui fait plaisir. Après tout, pourquoi pas? Mais par contre, aujourd'hui, on est arrivé à un colosse de 4 milliards d'euros par an. On a quand même mis les Français dans la rue pendant des mois parce qu'on cherche 10 milliards d'euros par an. Okay, 4 milliards d'euros par an sont donnés au service public. On ne le fait plus à travers la redevance audiovisuelle, mais on le fait à travers la TVA. Donc les 138 euros qu'on payait avant, on continue à les payer, sauf que ça ne se voit plus directement sur notre feuille d'impôt. Ce service public, c'est 4 milliards. Il ne remplit plus sa fonction. Donc je considère, moi, qu'il faut privatiser le service public. Et puis, si on le souhaite, et après tout, c'est aux politiques de le faire, ce n'est pas aux journalistes que je suis, c'est de créer une somme possible d'aide à l'audiovisuel sur sa feuille d'impôt, mais que chaque citoyen puisse choisir le média qu'il souhaite soutenir. Après tout, s'il souhaite soutenir Mme Coudray et TF1, eh bien, s'il veut aider la boîte à... comment on appelle ça dans le temps? C'est un gros mot. Donc, enfin, la boîte de Boulogne-Billancourt qui regroupe tout le siège de TF1 et du groupe Bouygues, eh bien, il finance. Voilà, il finance. Mais et s'il veut financer TVL, eh bien, il donne pour TVL. S'il veut financer Toxin, etc., etc. Donc voilà, je pense que cette question-là, les politiques doivent s'en emparer. Et je répète, c'est vraiment mon message aujourd'hui que je veux dire, c'est que je dis à tous les politiques qui veulent le redressement et le renouveau, ils se retrouveront dans ce terme-là, et chacun des auditeurs retrouvera la personne à qui je fais allusion, ou les personnes à qui je fais allusion, sans aucun, exclusif de personne. Ceux qui veulent le redressement et le renouveau ne pourront appliquer leur politique que s'ils ont la volonté de changer les médias et de mettre à bas le parti des médias. Sinon, ils auront un pouvoir qui sera plus fort qu'eux et qui les empêchera d'avancer. On ne pourra pas faire avec eux. Voilà, on ne peut pas faire avec eux parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un pouvoir contre la démocratie. C'est extrêmement intéressant. Et merci Martial Bill d'être là. Il y a une question qu'on continue à parler du parti des médias. Est-ce que le déni sur l'affaire Thomas et sur Crépol notamment ne précipite-t-il pas encore plus finalement ce parti des médias, je vais le dire, dans l'indignité populaire? On l'a vu pendant les Gilets jaunes, on l'a vu pendant la réforme des retraites, sur l'Union européenne 1000 fois, mais là, aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont aussi en train de se rendre compte qu'entre ce qu'ils vivent tous les jours dans la rue et ce que le traitement des médias leur donne, il y a manifestement une différence qui est absolument abyssale. Bien sûr, quand il y a les assises du journalisme mainstream, c'est-à-dire de la presse classique, de la grosse D'ailleurs, presse. on n'a pas été invités, nous. C'est dommage. Non, on n'a pas été invités. C'est dommage. Et en plus, j'ai même pensé m'inviter en me disant je vais y aller, puis ça me fatiguait plus qu'autre chose. Mais ils ont fait un sondage, donc ils ont payé un sondage, vous savez, qui paie commande, qui commande paie. Bon, voilà. Et ils ont fait un sondage et ils ont obtenu quand même des résultats. Par exemple, 74% des Français ne font plus confiance à cette presse-là. Bon, donc il en reste encore 25%, 26% à informer. Mais ils ne font plus confiance, les Français ne leur font plus confiance. Néanmoins, ils détiennent les moyens financiers, ils détiennent les vecteurs officiels de l'information et ils continuent à faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Mais il est vrai que cette dégringolade de la compétence, de la sincérité et de la véracité de l'information par le parti des médias entraîne deux phénomènes que nous voyons bien. Le premier, c'est l'existence d'une presse alternative, c'est-à-dire véritablement indépendante. Nous y sommes, vous et moi. Et puis, ce que j'appelle aussi une presse de transition, parlons clairement, CNews ou le JDD, c'est-à-dire une presse de transition qui comprend bien
qui comprend bien que le parti oui. des médias aujourd'hui n'est, comment dire, pas suffisant et intellectuellement pas honnête, et donc il faut créer autre chose. Et cette autre chose est une transition entre le parti des médias, la presse mainstream, et la presse alternative. Ils viendront à la presse alternative, mais ils n'en ont pas encore les capacités, notamment parce que leur mode économique Ben n'est pas, oui. comment dire, n'est pas le même que la presse alternative. Je reviens à ce que je disais. La presse alternative ne peut vivre que d'un mode économique vertueux, c'est-à-dire le soutien des donateurs, sans l'aide des lobbies, sans l'aide des oligarques, sans l'aide de grands propriétaires, sans l'aide des banques, sans l'aide de l'État. Mais notamment sur CNews, Martial, c'est intéressant que vous abordiez ce sujet. CNews a aussi l'épée de Damoclès de l'Arcom. Donc, ils sont aussi gênés quand même à un moment donné. Ils ont une marge de manœuvre qui me semble restreinte, même s'ils ont une liberté de ton. Mais Effectivement. vous avez raison, l'Arcom, c'est aussi un organisme parfaitement injuste d'ailleurs, dont là, on pourrait se séparer facilement. Il n'y a d'ailleurs pas de raison particulière que l'Arcom, puisque les règles, les lois existent, elles s'appliqueraient à la presse. Pourquoi créer un organisme supplémentaire qui prend des mesures policières aujourd'hui, puisqu'il a étendu son action, alors qu'il n'est désigné que par l'État et par les puissants. Il n'a aucune, bien évidemment, réalité démocratique. Donc, moi, je ne suis pas pour l'Arcom, qui est l'ex-CSA, je ne suis pas pour son maintien. Et vous avez raison que quand on est sous les fourches codines de l'Arcom, c'est un boulet supplémentaire. On l'a vu d'ailleurs pour Russia Today, RT, qui avait fait un effort considérable de mise en conformité avec les exigences de plus en plus insoutenables de l'Arcom, et qui, bien évidemment, a été balayé d'un trait de plume par un choix gouvernemental de faire taire ce média, parce qu'il représentait un pays dans lequel il y a un conflit sur lequel avec qui nous ne sommes pas en accord politique, j'entends la France. Eh bien, RT n'avait jamais dit autre chose. Elle ne s'appelait pas Radio France parle russe, c'était la Russia Today, c'est-à-dire qu'il y avait le mot russe au même titre que RFI ou au même titre que France 24 émettent dans d'autres pays. Voilà, c'était donc officiel. Et honnêtement, son interdiction est une infamie. Oui, une infamie et sans aucune procédure, Martial. Rappelez-vous, c'est la Commission européenne qui a interdit RT France et Sputnik sur l'ensemble du territoire européen en moins de 48 heures, réseaux sociaux compris. Et ça veut dire qu'on finira par là. Ça veut dire que je vais déjà poser, parce que pour être très clair avec tout le monde, mais tout le monde le sait, moi j'ai été éditorialiste sur RT France pendant 2 ans, 2 ans et demi même. Je veux dire, la question que je pose aujourd'hui, c'est à qui le tour? Et on l'avait déjà dit à la fermeture de la chaîne. À qui le tour? Après, il y a RT France, mais qui ce sera derrière? C'est ça la question que je pose aussi. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il faut être indépendant complètement, c'est-à-dire se mettre dans les conditions de ne pas avoir à être, comment dire, jugé par des faux juges. Et ça, c'est toute l'idée de TVL, qui a été censurée, qui a eu bien des avanies, mais qui existe. Et puis on continuera, et puis on trouvera d'autres solutions. Vous savez, c'est comme faire taire pour Crépol. On peut chercher le silence, on peut chercher la banalisation, on peut chercher à cacher la réalité. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la presse alternative, ce genre de choses se savent. Et vous savez, la presse mainstream ne peut pas, dans l'affaire de Crépol, peut pas, en niant la réalité, empêcher que les Français qui, tous les matins, ont été amenés dans leur vie à un jour à entendre la Marseillaise, de ne pas réagir. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos compagnes. Et la fin, c'est aux armes, citoyens. C'est-à-dire, réveillez-vous. Bon, ben voilà, les Français se réveillent. Je ne pense pas qu'on les empêchera de se réveiller. Ça prendra du temps parce que la presse empêche les Français de réagir. Ils empêchent que le ressentiment naturel puisse exister. Néanmoins, les Français ne sont pas dupes. Non, j'y crois. Malgré l'omerta, malgré la chape de plomb également. Plus ils nous connaîtront, plus ils nous aimeront. Exactement. En tout cas, merci Martial Bill d'être venu ce matin dans le Talk direct.